Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de biologie. On va parler de PCR et je vais définir également c'est quoi la QPCR. Il ne faut pas confondre les deux, il y a une certaine nuance. Et donc avant ça, je voudrais remercier ceux qui se sont abonnés, on est de plus en plus nombreux et j'invite ceux qui n'ont pas encore fait à le faire, ça me fera super plaisir. Et si vous avez des questions ou si vous avez besoin de cours de soutien, il y a mon adresse email ici, @novascienceclass.com. Et donc, on va voir c'est quoi la PCR et la QPCR. Et si tu dois retenir une chose de la PCR, c'est que ça sert à copier et à amplifier l'ADN. On va voir ceci de manière plus précise. La PCR, qu'est-ce que c'est? C'est la réaction en chaîne par polymérase, ou bien en anglais, PCR, c'est Polymerase Chain Reaction. C'est une technique inventée en 1983 par un scientifique, Kary Mullis. Il a même obtenu le prix Nobel en 1993 ou 1993. Et donc, comme je l'ai dit auparavant, elle permet d'amplifier, c'est-à-dire elle va copier un très grand nombre, elle va copier, pardon, en très grand nombre une séquence précise d'ADN à partir d'un échantillon minuscule. Et donc en quelques heures, on peut passer de quelques copies d'un gène à des milliards de copies. Et donc comment se fait cette PCR? Elle se fait en 3 étapes, à savoir étape 1, dénaturation, étape 2, hybridation, et étape 3, élongation. On va voir un peu plus en bas précisément chacune de ces étapes. Et donc cette remarque ici, tu peux la mettre entre parenthèses pour le moment, j'y reviendrai dans quelques instants. Et donc, comment ça va se passer cette, on va dire, méthode d'amplification d'ADN? On a besoin de quelques ingrédients au départ, un peu comme un cocktail. On a besoin d'un mélange de pas mal de choses pour que ça fonctionne. On a donc évidemment besoin de l'ADN, c'est-à-dire d'échantillons qu'on veut amplifier, c'est-à-dire d'échantillons de départ. On a besoin d'une ADN polymérase, c'est simplement une enzyme qui va venir un peu comme un constructeur, qui va venir un peu prendre toutes ces briques et les assembler, on va dire, pour en faire des copies. Ça, tu verras précisément après comment ça fonctionne. On a besoin d'amorces, c'est-à-dire que l'ADN polymérase ne va pas venir sur l'ADN comme ça, on va dire n'importe où au hasard. Elle a besoin de se fixer sur une séquence bien précise. Et en fait, l'amorce va se fixer sur cet ADN matrice. Et c'est à partir de là que l'ADN polymérase va synthétiser pour en faire des copies, c'est-à-dire va rajouter des briques au fur et à mesure. Et on a besoin justement de ces briques pour en faire des copies. Et ça, ce sont des nucléotides. Tu verras souvent l'abréviation DNTP. Et ces briques, ben, ça va être, on va dire, l'adénine, la thymine, la cytosine, la guanine. En fait, ce sont toutes ces molécules contenant ces bases azotées. Et donc, ici, on a les 3 étapes de la PCR, comme je l'ai dit auparavant, à savoir dénaturation, hybridation et élongation. Et on va décrire chacune de ces étapes comme indiqué ici, à savoir dénaturation, tac, tac, tac. Et comme je l'ai dit auparavant, l'étape 2, cette étape d'hybridation, et l'étape 3, cette étape d'élongation. Et donc, qu'est-ce qu'on voit au niveau de ce schéma? On va regarder un peu plus en détail. Tac, tac. On va avoir ici notre ADN de départ, dont on a en fait en très faible quantité, et dont on veut amplifier. Je vais écrire ici, on veut amplifier ceci. Et on a également besoin des différents ingrédients que j'avais décrits précédemment. Et parmi ces ingrédients, on a les briques, les DNTP, c'est-à-dire toutes les bases azotées, qui vont être rajoutées pour faire des copies d'ADN. On a besoin de la polymérase que j'appelle le constructeur, et on a besoin des primeurs qui vont nous servir, on va dire, comme point de départ pour que la polymérase se fixe et fasse son travail d'ajouter des briques. Et donc la première étape, ça va être la dénaturation, qui va passer par une étape de chauffage. Il me semble qu'on va chauffer aux alentours de 90-95 degrés. Tac, tac. Et ensuite, cet ADN double brin, dont on veut amplifier, va en fait s'ouvrir en deux, comme tu peux le voir. On va donc se retrouver avec un bout d'ADN là et un bout d'ADN là. Et c'est à ce moment-là que des primeurs vont venir se fixer sur cet ADN, comme tu peux le voir à ce niveau-là. À savoir que cette étape où les amorces se fixent se fait plutôt entre 50 et 65 degrés. Du coup, il y a des variations de température. Il faut une température élevée pour ouvrir l'ADN, ensuite une température moindre pour que les amorces se fixent. Et une fois que l'amorce se fixe, la polymérase que je t'avais indiquée ici, tu la vois ici partiellement, tu la vois ici partiellement, bah en fait, va venir se fixer sur l'amorce et va ensuite en fait glisser. Elle va initialement se fixer ici et ensuite glisser, tac, 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 en rajoutant à chaque fois des amorces pour fabriquer le brin complémentaire. Du coup, on rajoute à chaque fois des briques pour créer le brin complémentaire. Et donc ici,
on crée également de brins complémentaires. Et en fait, tout ceci, toutes ces étapes, à savoir que ici l'extension d'élongation se fait plutôt aux alentours de 72-72 degrés Celsius. Et donc, ce que je viens de t'expliquer, c'est une étape. Ceci constitue, pas une étape, pardon, plutôt un cycle. À savoir que ceci est répété énormément de fois. Maintenant, cette fois-ci, on se retrouve avec, on va dire, pour faire très simple, parce que c'est plus complexe que ça, 2 molécules d'ADN, si on veut. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter ceci. On va de nouveau réchauffer à 95°, 95°, ça va se réouvrir, on va refaire la méthode d'hybridation, élongation, etc., etc. Et en fait, à partir d'un certain nombre de cycles, on va se retrouver avec énormément de copies, à savoir que ces 3 étapes, comme je l'ai écrit en dessous, se répètent 30 à 40 fois de manière automatique dans un thermocycleur. C'est l'appareil qu'on utilise pour faire ces cycles de PCR, ce qui va doubler la quantité d'ADN à chaque cycle, et donc on a une amplification qui est dite exponentielle. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin d'un thermocycleur dans lequel on va ici insérer la plaque de PCR, c'est-à-dire on a nos puits, on a différents puits qui vont contenir l'ADN et également tous les ingrédients que j'avais dit auparavant, à savoir polymérase, les DNTP, les amorces, etc. On va donc insérer cette plaque PCR qui va ensuite faire des cycles de température, on va dire, c'est-à-dire augmentation de température, ensuite abaissement, etc. pour favoriser les différentes étapes de la PCR. Comme je l'ai dit, il y a 30 à 40 cycles qui sont réalisés pour une durée à peu près totale d'environ 2 heures. Et à la fin, on se retrouve avec des copies plutôt de l'ordre des 10 exposant 9. Comme je l'avais indiqué auparavant, c'est vraiment une augmentation qui est exponentielle. Sur la diapositive suivante, on va parler un peu des différences entre la PCR et la qPCR, parce que tu as sûrement déjà entendu le terme qPCR et tu t'es peut-être demandé ce que c'était. Ce que tu dois savoir, c'est que ici, j'ai fait un comparatif, à savoir que la PCR, ça en permet d'amplifier l'ADN, au même titre que la qPCR, mais l'analyse se fait après la réaction, c'est-à-dire se fait après tous les cycles. Et l'interprétation des résultats va se faire par exemple sur électrophorèse, sur gel. J'ai justement fait une vidéo qui parle de la méthode d'électrophorèse, si tu veux la regarder. Et donc, ce que tu dois retenir, c'est que pour la PCR classique, l'analyse, l'interprétation des résultats se fait après, finalement, obtention des résultats. Alors que la qPCR permet de faire une mesure, et ça c'est un terme très important, en temps réel. C'est-à-dire, on va voir en temps réel les résultats. Et à chaque cycle, notamment les résultats à chaque cycle, grâce à des sondes fluorescentes, et ces sondes, j'expliquerai brièvement, elles sont de deux types, et on va avoir un résultat qui sera quantitatif et plus précis, alors que dans le cas du numéro 1, l'interprétation se fait après, mais l'interprétation des résultats via cette méthode d'électrophorèse sur gel donne également un résultat qui sera non pas quantitatif, mais plutôt qualitatif via, on va dire, l'intensité des bandes émises au niveau de l'interprétation via le gel d'électrophorèse. Mais ceci, je t'invite à vraiment regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet en long et en large. Et donc ici, je te fais un comparatif qui est peut-être plus simple à retenir, à savoir que dans le cas de la PCR classique, on a analyse après réaction, alors que dans le cas de la qPCR, Q justement, c'est pour quantitatif. C'est, si on veut, la qPCR, c'est une PCR quantitative. Et donc, on va faire la mesure en temps réel. On va avoir un résultat qualitatif dans le cas de la PCR classique et un résultat quantitatif, c'est-à-dire plus précis dans le cas de la qPCR. L'interprétation des résultats se fait sur gel, sur électrophorèse sur gel, avec migration de l'ADN au niveau du gel, avec les deux bornes positifs et négatifs, si tu te rappelles. Alors que dans le cas de la qPCR, on va avoir un résultat qui va être obtenu par fluorescence. On va avoir des sondes fluorescentes qui vont venir se greffer sur la molécule d'ADN, et en fait, elles vont émettre un signal, notamment lorsqu'elles seront de plus en plus nombreuses. Et finalement, la PCR classique, c'est une méthode qui est moins précise, et la méthode plus précise, c'est la qPCR, qui est notamment largement utilisée au niveau des laboratoires de biologie et de biologie moléculaire. Et donc, on va continuer. Comment la qPCR mesure-t-elle l'ADN? Et ça, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure par rapport aux sondes fluorescentes. À savoir que la qPCR utilise des molécules fluorescentes qui émettent un signal lumineux proportionnel à la quantité d'ADN produite à chaque cycle. Et parmi les sondes, il y en a deux. Il y a la sonde Tachman, il y a la CyberGreen. La sonde Tachman, c'est une séquence spécifique marquée, clivée lors de l'élongation, et donc la fluorescence est libérée. Alors que la CyberGreen, c'est un colorant qui se lie à tout l'ADN, double brin, et on va avoir un signal global moins spécifique.
Je t'invite vraiment à retenir ces 2 noms, Sontagman et Cybergreen. Je ne vais pas rentrer dans des explications et détails de comment elles fonctionnent pour faire apparaître la fluorescence, mais si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, je pourrais éventuellement faire une vidéo. Et donc qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que finalement cette fluorescence va nous donner comme résultat qui sera interprétable en temps réel? Ça va être ce qu'on appelle le CT. Le CT, c'est quoi? Le CT est le cycle auquel la fluorescence dépasse un certain seuil défini. Plus le CT est faible, plus l'échantillon contenait l'ADN de départ. Et on va essayer de comprendre ceci. On va dire si, on va dire l'ADN doit être détecté par fluorescence. Et donc, plus on a de fluorescence, c'est-à-dire que plus on a de fluorescence, plus on a d'ADN. Parce que les sondes se fixent sur l'ADN. Et donc, si on voit apparaître au niveau du cycle un CT, le CT qui arrive à la valeur seuil bien avant une autre valeur, qui est plus loin, ça veut dire que si on prend on va faire plus simple, parce que je sens que je pourrais vous perdre. On va prendre 2 échantillons et ces 2 échantillons contiennent tarararat, tarararat, contiennent tarararat, tarararat, contiennent de l'ADN. Je vais appeler ceci ADN1 et je vais appeler ceci ADN2 et on va dire qu'on va faire ces méthodes d'amplification d'ADN, c'est-à-dire avec les cycles, etc. Et on va dire qu'on va la valeur seuil, je vais donner une valeur totalement arbitraire, on va dire que la valeur seuil, c'est à peu près 300. Et on va dire qu'on obtient cette valeur de 300, tac, 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 qui est la valeur seuil. On va dire qu'on obtient, dans le cas d'ADN 1, après 7 cycles. Alors que dans le cas d'ADN 2, on obtient par exemple après, on va dire, 21 cycles. Et donc, qu'est-ce que ceci permet de comprendre? Ça veut tout simplement dire que on a obtenu la valeur seuil de fluorescence après 7 cycles pour l'ADN 1, alors que pour l'ADN 2, on l'a obtenu après 21 cycles. Ça veut dire qu'initialement, dans l'ADN 1, dans l'échantillon 1, on avait beaucoup plus de molécules d'ADN qu'on a récupérées initialement que dans l'ADN 2. C'est-à-dire que, on va dire, la méthode d'élongation, la méthode d'amplification, c'est faite à partir d'un plus grand nombre de molécules d'ADN dans le cas de l'échantillon numéro 1. Et c'est ça que ça veut dire. Le CT est le cycle auquel la fluorescence dépasse un seuil défini, plus le CT est faible, c'est-à-dire le cycle, ici le CT, on va dire 7 cycles pour atteindre la valeur seuil, alors plus l'échantillon contenait de l'ADN de départ. Et donc CT faible, forte concentration initiale, CT élevé, faible concentration initiale, et ça permet de comparer des échantillons entre eux. Voilà, j'espère que c'est clair. Si c'est pas le cas, tu me le dis en commentaire, j'essaierai d'expliquer ça autrement. Et donc pourquoi la PCR c'est important? Parce que j'ai finalement passé pas mal de temps à t'expliquer à quoi ça servait et l'intérêt, mais pardon, pas l'intérêt, mais l'intérêt on va le voir maintenant, mais plutôt les méthodes, comment elles fonctionnent. Et donc l'intérêt c'est quoi? C'est justement pour faire des diagnostics médicaux, notamment la détection de virus comme le Covid-19, VIH, etc. À savoir qu'on n'aurait jamais pu faire tous ces tests de dépistage, notamment du VIH, mais moi je pense plutôt au Covid, qui s'est fait sur un très grand nombre, sur une grande partie de la population, et tu es sûrement déjà passé au travers de ces tests, et bien sans les méthodes PCR, on n'aurait jamais pu faire tous ces tests. Mais ça sert également à d'autres secteurs de la médecine en général, la recherche génétique, la médecine légale, mais également tout ce qui va être sécurité alimentaire. Et donc ici, je te fais un petit récapitulatif de tout ce qu'il faut retenir, à savoir, en point 1, la PCR amplifie l'ADN en répétant 30 à 40 cycles de température, et on multiplie de manière exponentielle, c'est un mot-clé exponentiel, une séquence cible. En point 2, la QPCR, Q pour plutôt que quantité, quantifie en temps réel, grâce à la fluorescence, notamment les sondes, on avait vu la Cybergreen et la sonde Tachman, elle mesure la quantité d'ADN à chaque cycle avec une grande précision. Et enfin, je viens de voir avec toi les différentes applications qui sont listées ici de l'intérêt de ces PCR. Et ici, le saviez-vous, et ça c'est ce que je t'avais dit, sans la PCR, les tests Covid-19 n'auraient pas été possibles à grande échelle. Cette technique, vieille de 40 ans, reste au cœur de la médecine contemporaine. Et du coup voilà, c'est la fin de la vidéo. Je ne suis pas rentré vraiment dans les détails parce que je pense que c'est plutôt pas mon rôle. Mon rôle, c'est vraiment de te vulgariser, de te faire comprendre les choses avant, et surtout pas de te faire perdre. Si tu comprends des choses, très bien, on va dire à partir de ce moment-là, tu peux vraiment aller beaucoup plus loin de ton côté. Mais si ça t'intéresse et si, de manière générale, mes auditeurs me demandent d'aller plus loin dans les techniques, dans les explications, eh bien, je pourrais le faire.
Donc je te souhaite une bonne journée et moi je te dis à très bientôt, prends soin de toi et merci d'avoir visionné la vidéo. Ciao, ciao.